Sihanouk. Chapitre 11. Chispa Camp. Dès le lendemain, à 10 heures précises, Miguel sonne à la porte de Chispa Camp et trouve Ilouen prête à travailler et bien reposée. Attaquons ce roman. Il se déroule en Europe, à Paris, en 1482, c'est-à-dire il y a un peu plus de 500 ans. À cette époque, Christophe Colomb n'avait pas encore posé le pied sur le continent américain. Nous allons le parcourir doucement car vous n'allez sans doute pas comprendre grand-chose à l'univers qui est décrit. Posez-moi autant de questions qu'il faudra. Je souhaite que vous vous projetiez dans ce monde. Je propose que nous nous installions au jardin pour profiter de ce beau temps. C'est à l'ombre fraîche d'un bougainvillier qu'ils prennent place sur des confortables fauteuils de jardin. Ilouen est tout oui. Jusqu'à ce jour, les contes qu'elle avait entendus sortaient de la bouche de sa grand-mère. Pour la première fois, elle reçoit une histoire tout droit sortie d'un livre. Elle n'avait pas imaginé qu'autant de destinées puissent être contenues dans un bloc de papier. Dès le premier paragraphe, elle redoute un exercice plus ardu qu'elle ne l'aurait cru, car elle doit sans cesse interrompre Miguel pour lui demander ce que veut dire ceci ou cela. Quant à son exigeant lecteur, il n'est pas avare d'explications, lui replaçant avec force détail chaque événement dans son contexte historique. Elle qui n'a fréquenté l'école que pour y mal apprendre à lire et à écrire, découvre qu'un roman s'ouvre comme une boîte remplie de vie qui se combine. Circulant de conserve dans les rues sales et sombres de l'île de la Cité, le lecteur et l'écouteuse ne voient pas le temps passer. L'apparition de Zapatina, venue les prévenir qu'un lunch les attend au bord de la piscine, les sort malgré eux de leur voyage. Le soir venu, alors que Miguel rassemble quelques affaires pour rentrer chez lui, Ilouen, emballée par la fiction qui la portait tout le jour, lui demande si elle peut conserver le livre jusqu'au lendemain. « C'est que je voudrais essayer de lire moi-même ce soir tout ce que vous m'avez lu. Vous êtes parfaite. Nous allons faire du bon boulot tous les deux. » Au fil des jours et des chapitres, Ilouen apprend à se glisser dans la peau de la danseuse gitane. Au 3e jour de lecture, elle est particulièrement bouleversée par la peine qui affecte l'infortuné Quasimodo endurant la torture du pilori sous les moqueries cruelles de la populace. C'était la bohémienne qu'il avait essayé d'enlever la nuit précédente, algarade pour laquelle il sentait confusément qu'on le châtiait en cet instant même. Il ne douta pas qu'elle ne vînt se venger aussi et lui donner son coup comme tous les autres. Il la vit en effet monter rapidement l'échelle. La colère et le dépit le suffoquaient. Il eût voulu pouvoir faire crouler le pilori. Et si l'éclair de son œil eût pu foudroyer, l'Égyptienne eût été mise en poudre avant d'arriver sur la plateforme. Elle s'approcha sans dire une parole du patient qui se tordait vainement pour lui échapper. Et, détachant une gourde de sa ceinture, elle la porta doucement aux lèvres arides du misérable. Alors, dans cet œil jusque-là si sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba lentement le long de ce visage difforme et longtemps contracté par le désespoir. C'était la première peut-être que l'infortuné n'eût jamais versée. Un soir de cette semaine, alors qu'elle dîne en compagnie du personnel de la maison, elle se renseigne sur ce Larry Jebb pour le compte duquel elle travaille. « Quoi ?» s'étonne Zapatina en déposant une assiette d'enchiladas au centre de la table. « Tu ne sais pas qui est Larry Jebb ?»« Tu entends ça, Ernesto ? Elle ne sait pas pour qui elle travaille. Cabron, tout le monde sait qui il est. Vous n'avez pas de télé au Chili ? Larry Jebb, mais c'est l'homme le plus riche du monde, ma fille. Tu savais pas ? Il a des usines qui fabriquent des fusées volantes énormes. Et d'autres usines des voitures sans moteur. Et plein d'autres trucs encore. Tu me croiras si tu veux, mais il va construire une ville sur la planète Mars. C'est ça qu'il prépare. Il a dit 2030. C'est un type très important, tu sais. Il parle fréquemment avec le président Trump. Sa femme est toute jeune, une beauté. Remarque, c'est normal, il est tellement riche. D'ailleurs, sa voiture à lui, c'est un hélicoptère. Ce lundi matin, à 10 heures précises,
Les deux vantaux du portail monumental de la villa s'écartent lentement, laissant le passage à un curieux véhicule électrique semblable à ceux qui circulent sur les greens, mais fermé par des vitres teintées. Doc Wizard en personne s'extrait agilement du siège de conducteur, presse le contact qui referme la cellule, effectue un demi-tour suivi de quelques pas qui le placent face à son Esmeralda. Alors, mettant genou à terre et baissant sa grosse tête de scarabée albinos, il lui adresse un compliment galant directement emprunté à la langue exagérément fleurie avec laquelle s'exprime Don Quichotte de la Manche. Recevant cette salutation grotesque, Ilouane hésite entre le rire et l'inquiétude. La perspective des 3 mois de cohabitation à venir avec ce sac d'algorithmes si insistant à singer le sentiment amoureux la rend perplexe. Sera-t-elle capable de supporter longtemps cette invraisemblable comédie? Se redressant de sa respectueuse génuflexion, le robot se dirige vers la porte d'entrée de la villa qu'il maintient ouverte pour laisser galamment entrer sa dulcinée, avant lui et son précepteur. Puis, ayant refermé derrière lui, il se dirige de sa démarche pneumatique vers le grand igloo noir au centre duquel il prend place, aussi docilement que le ferait un bon chien en regagnant son coussin. Avant de débuter cette première session, le sorcier souhaite préciser le déroulement quotidien de l'opération Chispawan. La journée de travail débute à 9h30. Après le repas, le professeur annonce qu'il fait chaque jour une sieste de 23 minutes exactement. On termine à 18h, mais certains travaux seront traités jusqu'au milieu de la nuit. Je vous le rappelle, votre contrat consiste à participer à la création d'une émotion chez le robot. C'est évidemment la chose qui manque à cette machine. Elle n'est capable d'aucun jugement, ne ressent ni bien ni mal. Elle ne souffre pas. La connaissance qu'elle a de l'état de bonheur ou de malheur est purement théorique. Il ne peut éprouver de sentiments. L'aventure que nous allons vivre consiste à créer chez Doc tout un cheminement mental basé sur notre réalité qui pourrait le conduire à produire quelque chose que nous pourrons nommer une méta-émotion, c'est-à-dire une émotion artificielle. Vous devez savoir que les psychologues ont répertorié 6 émotions. La peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Le propos de notre collaboration est le suivant. En fonction de l'histoire que Wizard s'est appropriée et à laquelle il vous a formellement associé, nous allons tenter de faire surgir une de ces émotions dissimulées dans le spectre complexe de ces algorithmes. Il y a quelque chose qui m'étonne dans votre truc, là. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que cette machine, comme vous dites, se mette à ressentir quelque chose? Oh, mademoiselle, épargnez-moi ce genre de débat. Nous perdrions beaucoup de temps pour pas grand-chose et je n'ai pas connaissance qu'un module philosophie figure dans notre contrat. Esmeralda n'a pas ce genre de préoccupation. D'accord, je ne le ferai plus. Pouvez-vous m'expliquer la manière dont on va s'y prendre pour donner de l'esprit au robot? Ah, voilà une vraie bonne question. Dans un premier temps, nous allons constituer des bases de données sous forme de vidéos. Les modèles à la base des algorithmes de détection des émotions supposent un lien direct et unique entre les expressions faciales et quelques émotions de base. Je vous demanderai de stimuler toutes sortes d'émotions sous forme d'expressions faciales exagérées. Ces codes seront enregistrés une fois pour toutes par le robot. Elles seront ses modèles de référence, sa banque émotionnelle. Vous devez donc être très précise dans les mimiques que vous allez produire pour signifier ces émotions, car vous allez devoir les reproduire dans différentes scènes que Doc Wizard doit identifier sans erreur. Il n'est encore qu'une machine incapable de subtilité. S'il est par exemple question de tristesse, vous devez apprendre par cœur chaque geste, chaque posture, chaque direction du regard ou intonation de voix que j'aurai définie comme correspondance à ce sentiment. Pour Quasimodo, il ne doit pas y avoir une confusion possible entre un froncement de sourcils et un autre. Ouvrant grand les yeux, Ilouane émet un sifflement, traduisant l'évaluation qu'elle fait de la difficulté de son rôle. Mais c'est un vrai travail de comédienne, quoi. Je crois que j'ai aucun talent pour ça. Je doute qu'un talent soit nécessaire. Il n'est question que de rigueur. Là encore, nous prendrons le temps nécessaire. J'estime qu'un bon mois sera utile à Doc Wizard pour acquérir ses connaissances basiques. Le jour suivant,
Jen, une jeune femme aux cheveux courts, et Tom, un trentenaire au front dégarni, accompagnent Miguel de Valdivia. Tous deux assurent les prises de vue et le travail de montage vidéo qui s'ensuit. Pour la première fois, la jeune Mapuche revêt sa longue robe de gitane. C'est en quelque sorte son vêtement de travail. Parmi les 6 émotions qu'il est question de représenter, il annonce que c'est par celle de la surprise qu'il souhaite débuter la session. Placé au centre de l'estrade centrale, sous la lumière des projecteurs, devant un écran bleu pâle qui la dépasse d'une tête, Ilwen doit tenir et répéter à l'envi de longues pauses immobiles. Elle obéit patiemment aux injonctions de Miguel qui lui demande d'ouvrir un peu plus la bouche, de forcer un sourire, d'élever les sourcils ou encore d'ouvrir plus largement les bras. Cet exercice fastidieux s'avère moins amusant que les séances de répétition théâtrale auxquelles elle s'attendait. Tout au contraire, il règne dans le grand loft une ambiance sévère qu'aucune fantaisie ne vient égayer. S'élèvent tout au plus quelques rares plaisanteries lancées à mi-voix, ayant trait aux manipulations techniques qui occupent les 3 informaticiens. Le traitement des images et leur stockage dans la mémoire de Doc Wizard demandent parfois de longues procédures de codage qui laissent le modèle désœuvré. Allez donc vous laisser courtiser dans le jardin par votre fiancé. Un peu d'intimité vous détendra. Dès les premiers pas en sa compagnie, Ilwen rit à se voir en promenade avec un jouet géant qui la tient délicatement par le bras. Elle se voit évoluer à pas lents entre les bosquets d'hibiscus, d'azalées et de rhododendrons, avec ce grand robot blanc fait d'une armure luisante, marchant aux côtés d'une gitane à longue robe dont le pourpre cramoisi s'accorde avec les fleurs alentour. Comme en rêve, elle vit son premier moment tête-à-tête avec le robot. De son côté, le robot note la date du jour de son premier tête-à-tête avec Esmeralda. Comment peuvent-ils prendre un jouet si au sérieux, songe-t-elle? Quasimodo. Cela la fait rire encore. C'est aux côtés d'un monstre disgracieux, poiteux et borgne qu'elle devrait se promener, plutôt qu'avec le séduisant robot design qui se penche pour lui cueillir une rose et qui la lui tend d'un geste glacial. Il peut parler d'un baiser, mais il n'en ressent pas la pulsion. Ni affect, ni pathos n'habitent cette carcasse. Pour autant, cette drôle de personne a le pouvoir de donner l'illusion d'être douée d'esprit. Au bout de quelques minutes de conversation, il semble à Ilwen que la frontière entre l'artifice et le monde du vivant devient vague et comme poreuse. Cette sensation très perturbante lui donne le vertige. Cherchant un sujet de conversation avec son galant acolyte, elle le questionne sur celui qui l'a créé. Le robot répond très précisément à toutes ses questions. Au retour de cette étrange balade, alors que les 2 promeneurs pénètrent à nouveau dans le vaste lieu de travail, Miguel lève les yeux de l'écran dans lequel il est absorbé et se tourne vers Ilwen en souriant malicieusement. « Alors, mademoiselle, vous connaissez un peu mieux Monsieur Larry après cette promenade bucolique ?» Ilwen sent son visage s'empourprer. « Mais vous m'espionnez ?»« Ah, encore vos grands mots. Je ne vous espionne en aucun cas, cher ami. Je dois me tenir au courant des relations qui se tissent entre Esmeralda et Quasimodo. Rien de plus. » Chaque jour, après le départ de l'équipe d'ingénieurs, éreintée par l'exercice d'extrême concentration qu'elle doit soutenir tout au long du jour, Ilwen regagne sa chambre au mur tendu de satin rose et quitte son encombrant déguisement. Plus qu'un délassement, la longue douche sous laquelle elle s'abandonne la nettoie du malaise qui l'encombre à vivre ainsi, surveillée comme une prisonnière et suspendue en équilibre entre la réalité et l'artificiel. Après le dîner, assise devant le grand bureau doré qui fait face à son lit, elle remet pied sur terre en échangeant presque quotidiennement avec les siens sur Facebook. La pluie qui tombe depuis une semaine sur la côte californienne a brusquement cessé. Un vent d'est chasse au loin les derniers nuages couleur de plomb, ouvrant au-dessus de la ville un ciel immense et tout rempli d'étoiles. À droite du grand jardin encore humide où Ilwen s'est allongée sur un transat, le fin croissant de la lune dessine un reflet vacillant sur l'encre noire de l'océan. Lassée par une journée durant laquelle elle a dû simuler du matin au soir la danse de la bohémienne agitant son tambourin,
La jeune Indienne trouve enfin la paix dans la contemplation des astres. Soudain, surgissant dans son champ de vision, une longue file de points lumineux s'avance lentement dans le fouillis des étoiles. Surprise, subitement inquiète devant ce phénomène inconnu, elle se redresse et fronce les sourcils. Le souvenir d'une attaque massive d'extraterrestres vue dans un film de science-fiction lui revient alors en mémoire. Elle se demande sérieusement si elle n'assiste pas à un tel événement. 18 minutes plus tard, alors qu'elle en a compté 64, le dernier vaisseau ferme la marche. Troublée à l'extrême, elle reste encore un long moment à digérer le défilé qui vient de traverser la voûte du ciel. Au même instant, loin d'ici, à l'extrême nord du continent, un vieux chasseur Inuk, planté sur la banquise, peine à se remettre de la sidération qui l'envahit, après avoir été témoin du viol de la matrice du vivant. Au matin, dès l'arrivée du staff, elle questionne Miguel sur la nature de ce qu'elle a vu dans la nuit. « Magnifique, n'est-ce pas ?» lui répond le chercheur en suspendant sa veste en laine. « Vous avez tout simplement assisté au passage de la New Star Galaxy. C'est précisément votre patron, Larry Jebb en personne, qui envoie ses satellites avec ses fusées. Un nouveau paysage céleste qui deviendra bientôt banal. 42 000 de ces satellites sont en fabrication à moins de 15 km d'ici. » Au terme de 5 semaines d'efforts, conformément aux prévisions de Miguel, Wizard est en mesure d'identifier les 6 émotions de base. Bien entendu, ces acquisitions par le robot ne signifient en rien qu'il soit capable de les ressentir avec une quelconque conscience, fût-elle artificielle. Je tiens à vous féliciter, mademoiselle Esmeralda. Vous avez parfaitement joué votre rôle. Nous avons atteint la mi-parcours de notre contrat. Cette première étape de Chispa One est un succès. Merci. Alors quel est le programme maintenant que le sonneur de cloche a bien appris ses leçons? J'allais justement vous en parler. À présent, nous pouvons combiner entre elles les représentations des émotions que connaît Doc et les intégrer, les tresser en quelque sorte avec les points clés du roman. Vous allez jouer 6 actions clés que j'ai sélectionnées dans l'histoire. 6 courtes scènes dans lesquelles vous exprimerez les émotions demandées. Vous jouerez les dialogues correspondant à chaque scénette. Tour à tour, selon les besoins, Doc ou Tom vous donneront la réplique. C'est un travail long à réaliser. Je dois reparamétrer toutes les couches d'algorithme à chaque nouvelle séquence acquise par le robot. Il laisse à sa collaboratrice le temps d'emmagasiner ces informations. Les mains dans les poches de son pantalon de velours, il penche sa longue tête vers la jeune femme et lui demande « Si vous deviez choisir le moment de l'histoire où Quasimodo exprime sa plus pure émotion, quel serait-il » Sa réponse est presque immédiate. « La larme que verse Quasimodo ?»« Oui, c'est bien, j'y ai pensé. » Mais le problème avec cet événement, c'est qu'il est difficile de lui associer l'une des 6 émotions de base. Ce n'est ni la peur, ni la joie, ni même la tristesse qui fait pleurer Quasimodo. C'est un assemblage complexe d'émotions. Cela s'appelle un sentiment. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à cet étage. Et vous choisiriez quel passage? Pour moi, c'est le moment où Quasimodo a compris que l'archidiacre a condamné Esmeralda à la pendaison. C'est l'événement qui déclenche sa colère. La colère est l'une des 6 émotions qui pilotent notre vie. Celle de Quasimodo est telle qu'il en vient à précipiter Frollo du haut des tours. La scène est illustrée dans le livre. Oh ouais, il est en colère, très en colère même. Il est jaloux, c'est sa jalousie qui provoque sa colère. Jalousie, j'en suis pas sûr. Quasimodo se sent trahi, il est plutôt question de trahison. Quoi qu'il en soit, jalousie ou trahison, c'est de toute évidence vers ces 2 points qu'il faut amener Doc. Votre science, là, j'y comprends rien de rien. C'est un mystère pour moi le chemin que vous allez prendre pour y arriver. Oh, vous savez, c'est empirique. J'observe, j'analyse les données. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche encore et je trouve. Je suis comme un musicien à la recherche d'une espèce de bémol un peu tordu, caché depuis toujours entre les notes de la gamme. Je suis optimiste sur le succès de cette aventure. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Monsieur Larry a prévenu de sa visite cet après-midi. Le repas consommé et Miguel tout juste sorti de sa sieste rituelle, l'hélicoptère jaune citron du capitaine d'industrie
se pose à quelques mètres de la maison, affolant au passage l'eau turquoise de la piscine. La silhouette sportive de Larry Jebb s'extrait de l'habitacle et prend pied sur l'impeccable gazon en courbant l'échine. L'androïde est le premier qu'il vient saluer d'une longue accolade. « Heureux de te voir, Doc. Tu me manques beaucoup, tu sais. » Après avoir échangé une poignée de main cordiale avec Miguel de Valdivia, il laisse éclater un rire à la fois complice et moqueur en pointant l'index vers la femme à la longue robe rapiécée qui se tient en retrait. Avec l'assurance de Bruce Willis, il la rejoint et lui serre le bras en souriant. « Cette robe vous va ravir, ma chère belle fille. » Puis s'adressant en anglais au savant. « Je ne reste pas longtemps, je décolle dans 1 heure pour Sydney. Comment se passe notre histoire ?»« Comme prévu, on attaque la phase 2. Wiz est bientôt mûr. »« Très bien. Ça roule avec l'Indienne ?»« Oui, elle est loyale. Elle fait le job. J'ai l'impression que Doc l'accapare un peu trop. C'est un boulot particulier, parfois elle sait plus trop où elle en est. Mais elle tiendra le mois et demi qu'il lui reste à faire ici. Sorcier, tu es le meilleur. Je compte sur toi. Allez, montre-moi ça vite fait. » Au terme de sa visite qui semble le rassurer, Larry se fait apporter un grand verre de Coca-Cola. Un rapide coup d'œil à sa montre lui indique qu'il est temps de prendre congé. Son regard s'arrête un instant sur les glaçons amassés au fond du verre qu'il vient d'abandonner sur le bord d'un bureau. Une imperceptible grimace fige alors son visage. La vue de ce détail a suffi pour déclencher le souvenir effrayant du cauchemar qu'il a fait 10 jours auparavant et dont l'empreinte persiste encore. Le temps d'une seconde, il revoit ce trou noir ouvert sur la glace épaisse dans lequel il était tombé. Il revoit aussi la noyade atroce au cours de laquelle son corps descendait dans les profondeurs de l'océan, en longeant l'interminable paroi sous-marine d'un iceberg. Malgré ses efforts désespérés pour regagner la surface, les abysses l'avalaient inexorablement. Il s'était réveillé brusquement, en suffoquant de cette mort effrayante et n'avait pu se rendormir. Désormais, chaque matin, la gitane reçoit le livret journalier de comédie, contenant les dialogues ainsi que la gravure qui leur correspond parmi les vingtaines figurant dans le roman. Ilwen s'est souvent plongé dans ces dessins sombres, représentant des architectures inquiétantes, balayées de lumières spectrales au sein desquelles le graveur a mis en scène les silhouettes un peu effrayantes des héros du drame. Plus tard dans la journée, elle revoit sur un écran son image filmée le matin même, parfaitement intégrée à l'œuvre gravée. Elle transpire 2 journées complètes sous les projecteurs pendant le tournage de la scène compliquée où Quasimodo la capture dans la cour des miracles. Ilwen a beau s'appliquer, Miguel n'est jamais satisfait de ses postures censées exprimer l'émotion de la joie. Le chercheur, obéissant au processus très exigeant qu'il a mis en place, impose, forcé par le temps, un rythme de travail qui n'accorde que peu de pause à la comédienne amatrice. Lorsqu'il reçoit l'ordre de prendre sa place pour une data feeding, le grand robot reste planté au centre de Plughouse. Le reste du temps, il le passe immobile, les bras dans le dos, face à la baie vitrée, attitude improbable qu'il a dû piocher dans un film ou dans un roman. Parfois, il entreprend de traverser la pièce de sa propre initiative pour aller se planter devant son Esmeralda. Il peut lui demander si elle a personnellement participé à une chasse à courre, ou si elle connaît la cachette de la clé de la cellule de Frollo. Il arrive que le robot passe la journée entière avec un bras ou une jambe en moins, laissant apparaître les mécanismes compliqués qu'il constitue. Ainsi, partiellement désossé, Wizard perd de sa superbe et de son assurance un peu exaspérante pour devenir ce qu'il est, une machine inerte et muette. Tout au long de son étonnante cohabitation avec l'androïde, Ilwen assiste à ses frasques tantôt comiques, tantôt ridicules. Un après-midi, elle trouve les toilettes verrouillées. S'apprêtant à patienter, pensant que c'est Tom ou Jane qui occupent les lieux, elle entend la voix sourde de Wiz retentir derrière la porte. « Un instant, s'il vous plaît. » Puis elle entend le bruit de la chasse d'eau. Lorsqu'il sort, elle frôle son carénage glacé. « Tu joues à faire caca, mais tu n'as pas plus de trou du cul que d'étincelles dans le cerveau. Tu te prends pour un humain,
Mais t'es aussi froid qu'un robot de cuisine, se moque-t-elle en riant. Il s'arrête, se tourne vers elle et dit « Gente dame, voilà bien ici un propos des plus vulgaires qui ne sied point aux tourtereaux. Allons plutôt au jardin voir si la rose qui ce matin a été éclose n'a point perdu cette vesprée. » À force de partager cette comédie avec lui, de subir ses ingérences intempestives et de recevoir sa froideur diabolique travestie, il est parvenu à l'exaspérer chaque jour un peu plus. Elle l'affuble de petits noms jamais prononcés comme la cafetière ou encore poupée crâne d'œuf. C'est dans le silence de la nuit, lové au fond de son grand lit, qu'elle mûrit ses réflexions à propos de ceux qui conçoivent l'intelligence de Doc Wizard. Aujourd'hui, il est resté 20 minutes face à elle, sans mots ni gestes, jusqu'au moment où ce regard sans yeux l'a sérieusement incommodé. « Tu veux ma photo, Robocop ? Tu n'as rien d'autre à faire ? Tu m'énerves à me regarder comme ça. Ah, tiens, j'ai une mission importante pour toi. Va compter toutes les fleurs rouges du jardin. » Mais on ne se débarrasse pas aussi facilement de l'envahissant androïde. Il a réponse à tout. « Mission impossible, amour joli. Merci de définir pourcentage de magenta et pourcentage pigmentation secondaire souhaité pour étalonnage chromatique exact. » À l'autre bout du Love-Tech, Miguel fait pivoter son siège en leur direction. « Attention, mademoiselle, je trouve que vous manquez singulièrement de respect envers Monsieur Doc Wizard. Sachez que je n'apprécie pas cela. Monsieur Larry non plus. » Agacé par cette remarque, Ilwen rétorque, haussant le ton. « Du respect pour ce chien savant en plastique ? C'est sûrement dans les romans qu'on respecte les chiens savants en plastique. Il me lâche pas avec son amour en plastique. J'en ai assez de jouer à cache-cache entre la vraie et la fausse vie. Voilà. » Je comprends. Tenez bon. On approche du but. Votre salaire rémunère un travail exigeant. Il vous reste une semaine à effectuer à Chispa Camp. Mais quelle semaine ? Dès lundi, par paliers successifs, je vais provoquer la formidable machine que Doc contient désormais. C'est la semaine de la Chispa. Tout est en place pour que l'incident furtif apparaisse dans les circuits de Quasimodo. Je vous souhaite donc un excellent dernier week-end à Bellevue Hill. Comment saurez-vous que Quasimodo ressent une émotion ? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont il l'exprimera. Ce que je sais, c'est que cela arrivera. Sans aucun doute, vous aurez un rôle à jouer. À lundi. Après une courte douche froide, Ilwen s'en va nu-pied sur l'herbe respirer le ciel. Apaisé par la sensation de sa liberté prochaine, ses pensées l'amènent à réfléchir au sens de l'aventure étrange qu'elle vient de vivre en 3 mois. Rentrée dans le Love-Tech, elle déambule lentement, longe le long bureau des ordinateurs, tourne autour du plateau, promenant une main sur la scène, puis, comme elle l'a déjà fait 2 ou 3 fois, elle pénètre dans Plughouse. Baigné de lumière violette, l'androïde se dresse au centre du dôme, immobile comme une statue nacrée, n'affichant qu'un seul petit point de lumière rouge situé presque au sommet de son crâne. Sacré sonneur de cloche, si tu savais comme je me sens mieux quand t'es désactivé, quand tu es juste un objet posé à sa place, une cafetière dans une cuisine. Tu as vu comme ils te voient, tes maîtres, comme une idole dans un temple. Tu sais à qui tu me fais penser dans ta boîte à bijoux, aux saintes vierges placées dans les petites grottes en ciment qu'on trouve au bord des routes dans mon pays. Remarque, nous les Mapuche, on vénère une idole aussi, mais nous laisse tranquilles. Chemamoul au moins ne parle pas. Il ne joue pas, ne surveille pas. Il est simplement la porte d'entrée du mystère. Les Blancs enferment tout ce qu'ils voient. Nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre Chemamoul dans une alcôve avec une lumière de bar à pute. On l'installe à la lisière des bois, devant le soleil qui sort des montagnes. Rangeant sa longue chevelure noire irisée de reflets violets sur l'une de ses épaules, elle tourne lentement autour du robot. On dirait que tu dors, mais tu dors jamais. Tu fais semblant de dormir. Tu reçois des millions d'informations par tes gros pieds. Tu n'es qu'un leurre déguisé en machine. Alors qu'elle quitte l'arche lumineuse pour aller rejoindre sa chambre, Ilwen arrête ses pas, se retourne vers la chose et prononce la synthèse de son séjour à Chispa Camp. Le truc des têtes carrées,
c'est de faire croire, comme dans leurs livres. Arrivée dans sa chambre, elle s'installe au grand bureau doré et ouvre son espace Facebook.